Merci, Monsieur le Président. Simplement, merci, Monsieur le Conseil exécutif, pour la présentation de ce rapport d'activité qui traduit et reflète les politiques publiques de notre institution durant l'année 2024, une année riche en événements, riche en réalisations, en projets. Moi, à titre personnel, et je pense pour engager le groupe Vapo-Punissé, mais on ne partage pas, d'une part, la vision de Paul Félix Benedetti, consistant à dire qu'il n'y a pas de marqueur d'une politique nationaliste dans le cadre de cette politique, et on ne partage pas tout à fait non plus, chère Angèle, Madame Tchapine, votre vision. En tout cas, on peut partager un constat, mais pas la vision. Alors, sur les marqueurs nationalistes, Paul Félix disait, et c'est son droit le plus absolu, qu'il ne voyait pas la différence entre une politique menée par la collectivité de Corse et une politique qui aurait pu être menée par une autre institution décentralisée au plan administratif français, en France continentale. Bon. Quelques délibérations, quelques moments forts de l'année écoulée qui montrent qu'on a une institution qui est la garante des intérêts matériels et moraux de ce peuple et qui s'inscrit dans une perspective qui est pour nous une perspective politique et de construction nationale. Le processus de Beauvau, les rendez-vous, la conférence des présidents qui a travaillé, la déclaration politique solennelle du 23 février 2024, le projet d'écriture constitutionnelle validé pour le pouvoir législatif à 80% de l'Assemblée de Corse en mars 2024, un certain nombre d'interpellations du gouvernement et du président de la République dès septembre, au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale française. Vous l'avez dit, Monsieur Johanange, on ne peut pas passer sous silence cet épisode marquant de la vie politique française qui a bouleversé notre travail et le calendrier parlementaire, et notamment celui de la révision constitutionnelle initialement prévue. Pour parler des politiques publiques mises en œuvre concrètement, la création de l'EPIC, l'entrée en vigueur de l'EPIC chemin de fer de la Corse, sous le regard de mon ami à Sainte-Vagne, c'est aussi un marqueur politique fort. Quand on passe d'une société d'économie mixte à un établissement public, industriel et commercial, on fait une opération de nationalisation d'un service public qui est pour nous un service public essentiel, celui du transport ferroviaire, avec des investissements qui sont majeurs, portés notamment par la collectivité de Corse sur le réseau ferroviaire. Georges Mél n'est plus là, il parlait du temps où la collectivité territoriale, notamment sous les mandatures de droite, portait de grands projets. On ne va pas rappeler l'épisode très douloureux du train qui ne roulait même pas. Donc on voit là, sous le contrôle de la Sainte-Vagne encore une fois, tout l'effort et le travail qui est fait en matière de modernisation du réseau ferroviaire et en matière de développement de ce modèle de transport qui est un modèle vertueux à plus d'un titre. La commande centralisée voie unique, les points de croisement, les modernisations et rénovations de gares, etc., etc. Le tram-train, qui est même victime de son succès dans le Grand Bastia, qui arrive sur le Grand Ayache. Bon. Sur la création, par exemple, de la société coopérative d'intérêt collectif pour l'exploitation territoriale des eaux d'Orez. Je pense que là aussi, c'est un marqueur politique fort que nous avons adopté à l'unanimité, mais qui est pour nous la traduction concrète d'une vision politique, traduite par ailleurs dans d'autres rapports que nous avons l'occasion d'examiner dans cet hémicycle. Les nouveaux outils de l'économie mixte, développer l'appareil productif et un certain nombre de réalisations qui témoignent de notre volonté de développer l'appareil productif corse, mais en même temps, bien sûr, il y a l'initiative privée, il y a la performance économique, mais aussi la vision d'une économie qui est une économie orientée vers le bien commun, vers le partage, vers les retombées économiques pour un territoire, notamment à l'espèce celui de l'intérieur de la Castagnice. Donc, je pourrais parler aussi du processus de rattachement de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse. On sait notamment le travail considérable mené par le président du Conseil exécutif dans un contexte de contraintes énormes, avec y compris un retard pris au niveau de l'État par rapport à la loi Pacte de 2019. On a vu à un moment donné l'opposition du secrétaire général aux affaires de la Corse en octobre dernier. On a vu la levée de bouclier légitime du président exécutif et tout ce qu'elle a suscité derrière comme réaction, y compris au niveau des forces vives et syndicales de la CCI, accompagnées et soutenues par un certain nombre de forces politiques, dont la majorité territoriale. Là, on est sur des enjeux stratégiques majeurs. La maîtrise par la puissance publique corse de la gestion des ports et des aéroports, qui sont des équipements de transport stratégiques pour un territoire insulaire comme le nôtre. On pourrait parler aussi de la dimension sociale, avec les emplois, plus de 1000 emplois à la CCI de Corse. On peut parler, bien sûr, même si le rapport n'est pas encore concrétisé, et ce n'est pas de notre fait, de la procédure lancée en matière d'achat de flux,
qui là aussi reflète notre vision d'un tourisme déconcentré, durable, d'un tourisme annualisé, avec des retombées, des prévisions de retombées économiques et fiscales fortes pour le territoire insulaire et pour nos institutions. On peut parler de la production de normes novatrices, y compris dans le prolongement de la délibération contre les pratiques mafieuses, les bénéfices raisonnables, qui figurent d'ailleurs dans un certain nombre de délégations de services publics, y compris maritimes, la notion de bien commun, che non sono mica ciacciari, sono scelte politiche, sono atti, sono fatti forti. E penso che si fatti qui, si realizzazioni qui, si scrivono in un filo di un progetto che è un progetto di maggiorità territoriale che non possiamo spartire con altri qui, che è un progetto nazionale forte, in cui una dimensione sociale forte. Bon, ceci étant posé, un dernier mot, mais je ne vais pas, à cette heure tardive, alourdir les débats. Je partage un certain nombre de points de vue exprimés par notre collègue Angèle Chapine, y compris sur les routes. Mais l'état du réseau routier, qu'il soit le réseau territorial ou le réseau dit secondaire, ex-départemental, c'est aussi le produit d'une histoire. C'est le produit d'une histoire. Quand l'État a transféré un certain nombre de compétences et d'infrastructures aux institutions dans le cadre des vagues de décentralisation, y compris à la Corse, il n'y a jamais eu d'évaluation de l'état des infrastructures. On parle des routes, mais on peut parler aussi des infrastructures portuaires et aéroportuaires. Il faut le dire, Jean Biancucci, je convoque sa mémoire, le disait souvent ici dans cet hémicycle. Il y a des régions, lorsqu'on a transféré, je pense à la Bretagne par exemple, les routes, il y a eu des plans de rattrapage financés par l'État à hauteur parfois de 100%. Ici, rien du tout. Alors, le plan exceptionnel d'investissement, pareil, tout à l'heure, Georges, je n'ai pas voulu répondre, Alex s'en est très bien chargé. Sur l'époque des grands projets, le plan exceptionnel d'investissement, qui est un droit et qui est même un devoir que la Corse, un dû de l'État envers la Corse, par rapport à un retard dont nous ne sommes pas comptables, puisque nous n'avions pas, nous, puissance publique Corse à l'époque, la gestion de ces infrastructures. Le rattrapage historique, on a eu le plan exceptionnel d'investissement, qui a produit un certain nombre d'effets, insuffisants pour X raisons, j'y reviens pas à cette heure-ci. Il y a eu le PTIC. Là aussi, Gilles Joanand, j'ai parlé tout à l'heure de la mécanique du PTIC, il y a eu un souci. Quand on négocie directement du côté de l'État avec le bloc communal et intercommunal, sans en référer à la collectivité de Corse, alors que la collectivité de Corse a compétence d'aménageur, ça pose problème. Donc, on espère, puisqu'on converge sur un certain nombre de points de vue, se retrouver, y compris dans la discussion avec l'État, lorsqu'on discutera, dans le cadre, par exemple, de l'organique, non seulement du nouveau pacte budgétaire, financier et fiscal à construire entre l'État, la Corse en général, CDC, communes, intercommunalités, et même un plan de rattrapage historique qui est appelé de tous, y compris de vous-même, je crois savoir. Mais là aussi, pardon de revenir sur le débat budgétaire, il a été dense aujourd'hui. Quand vous parlez de la dette, y compris générée par l'emprunt, et on ne revient pas sur la structure de la dette, nous on assume cette vision politique-là d'emprunter pour investir. Parce que si on se fiait à un certain nombre de vos remarques, où on visait, comme le disait le président Johann Angeli, simplement à être dans l'excellence de l'orthodoxie budgétaire et financière et donc dans une forme d'austérité. Si on n'empruntait plus d'investissement, et en cascade, on allait retomber sur les entreprises insulaires, y compris sur les citoyens corses en matière d'infrastructure. Donc je pense que, à la fois sur les traceurs nationalistes pour lesquels nous avons été mandatés, et à la fois pour améliorer et transformer le quotidien de notre peuple, je pense qu'avec les moyens qui sont les nôtres, budgétaires, normatifs, administratifs, qui sont des moyens restreints et contraints, on fait le maximum. Je pense que nous le faisons bien. En tout cas, nous, du côté de FAPO.ICM, nous le soulignons au Conseil exécutif. Et j'espère qu'on se retrouvera dans la perspective d'une évolution, notamment institutionnelle, constitutionnelle, dans le cadre de la future organique et d'un nouveau pacte à construire avec l'État, parce qu'on a aussi besoin des moyens de mettre en place notre projet, notre politique publique et de répondre aux besoins, aux attentes et aux défis de la Corse et des Corses. A ringraziarvi.